Salut les voyageuses et les voyageurs des livres! On est reparti pour notre Un mois, un pays. Dans cette chronique, vous trouverez une courte présentation du pays, quelques faits inutiles mais fun à placer en soirée et surtout je vous parle d'un livre et d'une recette du pays. Restez bien jusqu'à la fin car c'est là que je pioche le prochain pays. Le pays du mois, c'est donc l'Afghanistan et honnêtement, c'est pas le pays le plus joyeux que j'ai eu à traiter jusqu'à ce jour. C'est plutôt même l'inverse. L'Afghanistan, si vous l'ignoriez, est un pays d'Asie centrale sans accès à la mer. Il est entouré des pays suivants: l'Ouzbékistan au nord, la Chine et le Tadjikistan au nord-est, le Pakistan à l'est-sud-est, l'Iran à l'ouest et le Turkménistan au nord-ouest. L'histoire afghane est très mouvementée et remonte à l'Antiquité. À cette époque, situé sur la route de la soie, l'Afghanistan était un point de passage important pour accéder à l'Inde. Avant que l'islam s'y développe au 7e siècle, la région a été le noyau de plusieurs grands empires tels que l'empire bactrien, l'empire Kushan ou encore l'empire ghaznévide. Plus récemment, de par sa position, l'Afghanistan a servi d'état tampon entre l'URSS et l'empire britannique. Ainsi, 3 guerres anglo-afghanes ont secoué le pays, étalé de 1839 à 1919. Côté politique, le dernier roi d'Afghanistan, Mohamed Zahir Shah, a été destitué en 1973. À cette période, le pays devient une république, mais son président autoproclamé, Mohamed Daoud Khan, mène une politique très autoritaire et répressive. En 1978, le Parti communiste se rebiffe contre le président et après quelques exécutions, le Parti communiste prend le pouvoir. En 1978, le pays devient donc la République démocratique d'Afghanistan, une fois de plus marquée par la répression. Comment ça pleuvoir? Tant qu'à faire, on va faire ça. Ok. Une guerre civile éclate et interviennent alors les soviétiques pour tenter de remettre de l'ordre. En 1992, les Moudjahidines mettent les soviétiques dehors et mettent fin à la période communiste. Naquit alors l'État islamique d'Afghanistan. Mais c'est pas fini, ça va encore changer, attendez un peu. Suite à ça, se créent des tensions entre Moudjahidines et talibans, ces derniers prenant le pouvoir en 1996 et instaurant l'Émirat islamique d'Afghanistan. Le Mollah Omar se proclame commandeur des croyants et fait appliquer la charia. De 1996 à 2001, les tensions restent fortes entre talibans et Moudjahidines, conduisant à de nombreux bombardements à Kaboul, la capitale, disputée par les deux factions. C'est aussi à cette époque, en mars 2001 précisément, que les tristement célèbres Bouddhas de Bamiyan sont décrétés idolâtres et sont détruits par les talibans. Ces statues monumentales datées de 300 à 700 ans de notre ère. En 2001, les attentats du World Trade Center mettent l'Afghanistan sous les feux de la rampe, puisque c'est dans ce pays que les attentats ont été orchestrés par Al-Qaïda. Conspiration! La guerre d'Afghanistan débute alors pour se terminer en 2021 avec le retrait progressif des troupes américaines. Depuis, les talibans sont au pouvoir pour le plus grand plaisir des droits des femmes. En effet, depuis l'application de la charia par le régime taliban, les droits des femmes ont considérablement régressé dans le pays. Les filles doivent arrêter l'école à 12 ans. Les femmes n'ont pas le droit de s'exprimer en public. En gros, cette vidéo, elle n'existerait pas si j'étais afghane. Et elles n'ont pas le droit de travailler. Et même simplement pour se déplacer en ville, elles doivent être accompagnées par un tuteur masculin. À Kaboul et ailleurs dans le pays, il n'y a presque que des hommes dans les rues. Et c'est sans compter que les femmes ne peuvent pas être soignées par des hommes. Or, si les femmes ne peuvent plus s'instruire et se former à la médecine notamment, qui les soignera? Heureusement, quelques résistantes organisent des écoles secrètes. Certaines tentent de quitter le pays pour étudier à l'étranger, mais tout cela coûte cher et leur demandent de quitter leur famille. Bref, je trouve ça absolument révoltant. Et si vous voulez en savoir plus, je vous partage quelques reportages en description. Pourtant, ces femmes vivent dans un pays magnifique où elles pourraient être libres de se déplacer à leur guise. Car l'Afghanistan est essentiellement montagneux, son point culminant se situant à 7485 mètres d'altitude. 7485 mètres! Oui. Putain, c'est haut! Oui. Il y a également de grandes zones de plaine ou désertiques. Par contre, pour ajouter aux difficultés du pays, il y a souvent des tremblements de terre meurtriers, le plus récent datant de quelques jours à peine, qui a frappé le nord du pays. Bon, vous le voyez, c'est assez difficile de dresser un joli portrait de ce pays. Même Itchy Boots, voyageuse à moto, qui aime montrer un autre visage des pays qu'elle traverse,
a eu du mal à se détacher de l'ambiance anxiogène générée par la présence très fréquente de talibans armés sur sa route. Malgré ça, voici 2 faits inutiles mais fun à placer en soirée. Ouais, c'était dur d'en trouver 3, donc je me suis arrêtée à 2. L'Afghanistan est frontalière avec la Chine, connue pour son fuseau horaire unique. Donc si vous vous amusiez à passer la frontière entre ces 2 pays, vous vous prendriez un décalage horaire de 3h30 d'un coup. Attends, la Chine a un fuseau horaire unique? Oui, j'ai appris ça, c'est dingue. What the fuck? C'est ouf, hein? C'est pas possible, c'est trop large comme pays. Mais oui, c'est trop bizarre. Je me demande comment ça marche du coup. On verra quand on fera la Chine. Ce sera à nouveau un fun fact. La malédiction du 39. Laissez votre véhicule au garage s'il porte ce chiffre honteux. Apparemment, ce chiffre serait lié à la prostitution. Enfin ça, ou tout simplement une astuce adoptée par certains pour toucher l'argent des changements de plaque portant le chiffre 39 ou pour acheter des voitures moins chères. Bon, j'irai pas sur place pour vérifier la véracité de ces propos par contre. Allez, passons à ma lecture qui va pas franchement nous remonter le moral. Parce que j'ai lu Les cerfs-volants de Kaboul de Khaled Hosseini, un auteur d'origine afghane, né à Kaboul et expatrié aux États-Unis. Dans son roman, on suit Amir de son enfance à Kaboul jusqu'à son expatriation et sa vie aux États-Unis. Durant son enfance, il avait un ami, Hassan, qui était un jeune Hazara. L'Afghanistan étant à 80% sunnite et les Hazaras étant chiites et descendants de Mongols, ils ont longtemps été persécutés. Peut-être le sont-ils encore aujourd'hui, je ne sais pas. Aussi, le jeune Hassan était certes l'ami d'Amir, mais c'était aussi son domestique. Ensemble, les 2 jeunes garçons ont grandi à Kaboul et j'ai trouvé très intéressant de découvrir la ville et les mœurs dans les années 70, bien différents de ceux de nos jours. Puis un jour, une lâcheté impardonnable d'Amir va bouleverser sa relation avec Hassan et faire basculer leur destin à tous les 2. J'ai adoré ce roman qui, même s'il est difficile, m'a appris énormément de choses sur l'Afghanistan. Au travers du récit, on découvre les différentes étapes de l'histoire afghane et aussi du sort des Hazaras, très peu connus dans nos livres d'histoire. J'ai beaucoup aimé la complexité du personnage principal. Mon cœur a beaucoup balancé entre compassion et énervement face à certains de ses choix. C'est ce qui le rend profondément humain. A l'inverse, le personnage d'Hassan, l'ami Hazara d'Amir, est très touchant, même si on ne le voit que du point de vue d'Amir. Par contre, dans cette histoire, on suit majoritairement des hommes. Et même si on voit en filigrane la place des femmes dans la société, qui évolue au fil du temps, c'est pas le thème central du livre. Ce que j'aime aussi dans ce type de roman, c'est le mélange entre l'histoire des personnages et la grande histoire. Je trouve que c'est une super manière de découvrir l'histoire et les mœurs d'un pays sans pour autant s'ennuyer. Quant au titre, Les cerfs-volants de Kaboul, il fait référence à un tournoi de cerfs-volants auquel tous les jeunes de Kaboul participaient. J'ai adoré découvrir cet événement local qui, hélas, est désormais interdit. Le trouillomètre est à 1 sur 5, même pas peur, mais certaines scènes sont choquantes et violentes, avec notamment des exécutions sommaires, des mutilations, etc. Yeah. Ouais, j'avais dit que c'était joyeux, hein. Passons maintenant à la nourriture, histoire de se remonter un peu le moral. La cuisine afghane est essentiellement composée de légumineuses telles que les pois chiches ou les lentilles, de céréales et d'agneaux et de bœuf. Ces aliments de base sont accompagnés de produits laitiers, de noix, de légumes et de fruits frais ou séchés. Le plat national est le kabouli palao, qui est un riz pilaf salé sucré, épicé avec des fruits secs et le plus souvent de l'agneau, mais c'est pas ce plat que j'ai préparé. En effet, dans un reportage sur le pays, une famille mangeait des mantous et ça avait l'air absolument délicieux et donc c'est ce que j'ai décidé de cuisiner. Les mantous se trouvent en Turquie et partout en Asie centrale, chaque pays ayant sa propre interprétation du plat. J'ai donc fait la version afghane. Les mantous afghans sont des raviolis cuits à la vapeur et farcis avec une préparation à base de bœuf ou d'agneau, d'oignons et de plein d'épices. Les raviolis sont accompagnés de pois chiches à la sauce tomate et de yaourt. Pour ma part, j'ai cuisiné les mantous au bœuf et j'ai rien eu besoin d'adapter car j'avais toutes les épices à ma disposition comme la coriandre, le cumin ou le curcuma. Il n'y a que le yaourt où j'ai utilisé du yaourt bulgare, le seul disponible en Bulgarie bien évidemment. La recette que j'ai utilisait du piment doux, mais je pense que vous pouvez mettre du vrai piment si vous souhaitez une version relevée. En tout cas, ce plat était à la fois délicieux et dépaysant. Le mélange des épices et surtout l'acidité du yaourt se mariaient à la perfection avec la tomate et les raviolis à la viande. Bref, c'était un délice. Ça t'a plu, John? Oui, c'était très bon. Il est maintenant temps de passer au tirage au sort du prochain pays.
Comme vous le voyez, cette vidéo sort avec beaucoup de retard, donc j'ai fait le tirage au sort le 1er novembre et pour une parfaite transparence, je me suis filmée en train de faire le tirage. Le Timor-Leste. What? Je sais pas du tout ce que c'est. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est où? Qu'est-ce qu'on y mange? Du poisson et de la noix de coco. Bah, bon courage pour trouver un livre qui parle de ça. Hein. Oh la vache! Merci, ouais. Parfait. Ça va, Luna? T'es contente? T'es contente? Tu veux manger le Timor-Leste? En vrai, j'ai aucune idée. Ça doit être un pays des Pacifique, mais découverte. Nous partirons donc au Timor-Leste dans la prochaine vidéo, aussi connu sous le nom de Timor oriental. Oui, bravo John, Timor oriental. Et si comme moi, vous n'avez aucune idée d'où ça se trouve, je vous donne rendez-vous dans la prochaine vidéo. Non, c'est au nord de l'Australie, c'est à l'autre bout du monde. Voilà, il spoil tout. Il nous énerve, hein. Pour pas la louper, pensez à vous abonner et pour me soutenir, et pour soutenir John un peu aussi, laissez un petit like avant de partir. J'ai plus de croquettes. À très bientôt, ciao. Ciao.